à Malard en liberté, avec aujourd'hui notre grand invité, Reza Pahlavi, fils de Feu le Shah d'Iran, opposant numéro 1 aux ayatollahs. Nous allons nous entretenir avec lui dans quelques instants, mais tout d'abord, son portrait par Romain Le Petit. Si son pays était encore une monarchie, il serait l'actuel occupant du trône d'Iran. Fils aîné de Mohammad Reza Pahlavi, le dernier Shah, Reza Pahlavi naît à Téhéran en 1960. Après une éducation reçue dans les rangs de l'école impériale, très tôt, il prend son envol et reçoit une formation de pilote d'avion de chasse. À 18 ans, il part aux États-Unis pour suivre ses études à la très réputée Reese Air Force Base dans l'État du Texas. C'est donc depuis l'Amérique qu'il vit la révolution qui secoue son pays et fatalement son monarque de père. En 1979, il rejoint ses parents justement, forcés à l'exil successivement au Maroc, aux Bahamas et au Mexique. Lorsque son père décède en 1980 en Égypte, Reza Pahlavi s'autoproclame Shah d'Iran au nom de l'ancienne constitution de 1906. C'est en décembre 2011 qu'il marque un grand coup sur la scène internationale. À New York, il demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de déférer devant la justice internationale le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, pour être jugé pour crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, Reza Pahlavi vit toujours en exil aux États-Unis, alors qu'en Iran, son nom est souvent scandé dans les manifestations d'opposition au régime en place. Où qu'il soit, Reza Pahlavi active ses réseaux. Il se déplace régulièrement en Europe, à Paris, Berlin, Londres, Amsterdam ou à Rome. Il y rencontre les opposants au régime des ayatollahs, qui pourtant étaient parfois opposés à son père, mais aussi la presse étrangère qui se fait l'écho de son combat pour renverser le pouvoir en place. Peu importe les divergences politiques, l'important c'est qu'on se retrouve aujourd'hui tous dans la même galère, si j'ose dire. Nous avons un élément de menace commune. Nous avons tous à faire face à un ennemi commun qui s'appelle le régime islamique qui aujourd'hui règne dans notre pays. Aux États-Unis, il entretient ses relations avec la grande diaspora iranienne et diffuse des messages télévisés aux 3 500 000 Iraniens du continent nord-américain. Il a été plusieurs fois reçu au Congrès américain, lequel souhaite le questionner sur sa vision de l'Iran, ses ambitions et ses positions. Le 28 septembre dernier, il lève justement le voile sur ses intentions. Il publie sur son compte Instagram, fort d'1 700 000 abonnés, un discours solennel d'une quinzaine de minutes, un appel à la révolte. مسیر پیروزی مشخص است. اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی را در نقاط مختلف کشور به هم پیوند بزنیم. حلقه‌های کوچک اعتراض را شکل دهیم و نافرمانی مدنی را در هر شکلش تبلیغ کنیم. Le prince héritier d'Iran, Reza Pahlavi est l'invité de Malard en liberté. Votre Altesse, bienvenue à nouveau à Malard en liberté sur i24 News. Très récemment, vous avez adressé un discours au peuple iranien, au nom de parler, auquel vous avez proposé un nouveau contrat pour un futur bien différent de la situation actuelle à laquelle il est confronté. Ma première question sera la suivante. Vous dites à vos compatriotes, je vous cite, « La seule alternative acceptable est la domination du peuple iranien sans retour à la tyrannie et au monopole du pouvoir par un individu ou par un groupe. Pensez-vous que cela est possible après 41 ans d'ayatollarchie ?» Tout d'abord, Christian, bonjour et je vous remercie de m'avoir invité dans votre nouveau programme. Justement, c'est parce qu'il y a eu 41 ans de répression et de violation des droits de l'homme dans mon pays que les Iraniens aujourd'hui savent qu'est-ce qu'ils ne veulent plus et par conséquent ce qu'ils veulent. Et ça ne peut être que la souveraineté de la nation et la volonté du peuple. Et cela dit, l'importance c'est dans la transition envers des institutions démocratiques qui sont la base de tous nos efforts contre cette théocratie, sans quoi on n'arrivera jamais à obtenir notre droit en tant qu'une nation et la demande et l'entente du peuple de leur gouvernement par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. C'est cette compréhension qui, je vois surtout dans la jeunesse actuelle iranienne, se manifester très clairement, que je n'ai aucun doute que non seulement cela est possible, mais ça peut arriver extrêmement rapidement, dès qu'on aura dépassé ce régime qui est en direction de chute libre. Alors vous appelez l'armée et le peuple à la désobéissance civile sous toutes ses formes et à travers tout le pays. Est-ce que vous pensez réellement
être entendu et suivi après les nombreux massacres perpétrés par le régime contre vos compatriotes qui n'ont peut-être plus aujourd'hui la force, la résistance pour sortir dans la rue contre ce régime terroriste? Vous savez, à l'époque de la guerre Iran-Irak, l'armée iranienne a bien su se comporter en défendant notre nation et n'ont jamais fait partie d'un instrument de répression contre la population. En revanche, avec les gardiens révolutionnaires, il faut dire qu'il y a une hantise vis-à-vis de cette organisation de la part du peuple, mais la majorité de ces éléments non seulement ne profitent pas, comme leurs commandants qui, au haut du sommet, s'enrichissent contre l'intérêt de la nation, mais qui veulent aujourd'hui sortir de cette situation. Et au fait, ils ne peuvent plus faire partie d'un navire qui est en train de couler. C'est pourquoi je reçois de plus en plus des indications et des messages, que ce soit des militaires ou par exemple des gardiens révolutionnaires, et qui veulent se rejoindre au peuple et qui veulent faire partie d'un autre avenir et non plus défendre ce régime qui ne peut plus être justifié d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire, au fait, que pour arriver à but de traverser au-delà de ce régime en évitant la violence, en grande partie, ce sont justement ces mêmes éléments militaires ou paramilitaires qui peuvent être le bouclier de protection pour la nation vis-à-vis d'un régime répressif qui sera à ce moment limité et au moins on aura minimisé les dégâts en ce qui veut dire la perte de vie humaine dans un processus de changement politique. Alors, dans votre discours, vous dites « Je ne veux pas voir mon pays vendu à des puissances étrangères ». Je rappelle quand même que votre père a été trahi par l'Occident, par les États-Unis, par la France, par Jimmy Carter, Valéry Giscard d'Estaing, les anciens présidents américains et français qui ont joué la carte de Khomeini. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'un nouvel Iran ne sera pas la convoitise des États-Unis, de la Chine et de la Russie qui viennent de signer justement un pacte politique et militaire pour 25 ans? Une fortification correcte des institutions et d'un système politique ne peut que rendre une nation beaucoup plus forte et ferme dans le contexte de son indépendance et de sa souveraineté. Vous ne pouvez pas avoir un pays démocratique représenté par presque 85 millions d'habitants, être vendu à qui que ce soit. Justement, ce régime qui n'a aucune légitimité et qui a toujours montré une attitude, en tout cas anti-occidentale, a été obligé de se réfugier en demandant aide et assistance à des pays comme la Russie et la Chine. Et c'est donc dans ce contexte que le pays est beaucoup plus dans une situation d'être mis en solde que si notre pays était représenté par un gouvernement représentant réel du peuple, qui s'inquiète de l'intérêt national et qui surtout a une légitimité. Et on ne peut pas marchander avec ce pays. Donc cette garantie de souveraineté et de ne pas être vendu dépend tout à fait d'un régime qui représente le pays et qui a toute légitimité, qui est en contraste direct avec la situation actuelle. Alors Votre Altesse, vous vivez en exil aux États-Unis et puis dans un peu plus de 2 semaines, les Américains vont se rendre aux urnes pour élire leur président. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce pays? On voit bien l'atmosphère pour l'instant, c'est pathétique, c'est délétère. Qu'est-ce que vous attendez de cela? Ma position en ce qui concerne la politique américaine, surtout sa politique étrangère, a toujours été d'espérer et de demander aux représentants aussi bien républicains que démocrates d'avoir une attitude bipartisane, comme il l'appelle ici, vis-à-vis de mon pays. Et donc, dans ce cas, peu importe qui aboutit à la Maison-Blanche en 2021, l'important, c'est que cette personne soit du côté du peuple et qui comprenne ce qui se passe en Iran et la demande et l'attente de mes compatriotes, plutôt que de vouloir marchander avec un régime qui tient que par un fil et qui est au bord du précipice. Joe Biden, le candidat démocrate, disait récemment de la politique de Donald Trump vis-à-vis de l'Iran, je le cite, « Il y a peut-être une façon plus intelligente de lutter contre la politique de déstabilisation du Moyen-Orient par l'Iran et de parler aussi de diplomatie. » Mais est-ce que vous pensez réellement que c'est sérieux de penser que Khamenei et les gardiens de la révolution comprennent le mot diplomatie?
Ceux qui comprennent, c'est une bouée de sauvetage qui, encore une fois, est lancée envers eux pour qu'ils puissent se tenir au pouvoir encore un peu plus longtemps. Et ce jeu est un jeu qui a toujours été fait par le régime, mais auquel on ne peut pas faire confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que insister à maintenir un régime en place qui ne tient plus, plutôt que dans la direction d'une demande et d'une attente d'une nation qui réclame sa liberté, sa souveraineté, c'est d'être au fait dans le lit avec l'ennemi et non pas du côté du peuple. Et un jour où le pays sera libéré, on se rappellera de la position de ces gouvernements et où ils se tenaient vis-à-vis du peuple plutôt que du régime. Je voudrais revenir au nucléaire iranien, parce qu'après les récentes destructions de parties de centrales nucléaires et d'entrepôts qui abritent des missiles à tête nucléaire par des cyberattaques israéliennes et des éléments opposants de l'intérieur, est-ce que vous pensez réellement que le programme nucléaire sera retardé et présentera encore une menace pour Israël et la région? Il ne faut pas rester figé sur uniquement le programme nucléaire, il faut voir au-delà de ça. Le vrai problème, c'est le régime et sa composition et sa nature. Comme l'expression dit, c'est le doigt sur la gâchette qui est la menace, pas la gâchette elle-même. Et dans ce cas, la menace réelle, c'est un régime qui a toujours essayé de propager pour sa propre survie une politique de destruction, de terrorisme, de se mêler des affaires des pays voisins, d'avoir un doigt dans l'engrenage, d'utiliser ses proxys comme Hezbollah au Liban ou ailleurs pour se maintenir en place. Donc l'élément de pouvoir faire confiance à un régime qui, depuis toutes ces années, son comportement n'a pas changé à cet égard, c'est de vouloir compter encore une fois sur un système auquel on peut faire aucune confiance. Et ça ne peut que retarder un changement au détruit de l'intérêt de mes compatriotes. Parce que là, nous sommes dans le même, sur la même sphère. L'attente et la demande de mes compatriotes et les valeurs auxquelles ils s'attachent, comme les droits de l'homme, comme la liberté, sont les mêmes que les pays démocratiques. Or, c'est quand même étonnant que ces pays soi-disant démocratiques continuent à insister sur le status quo, c'est-à-dire la continuation de ce régime, plutôt que se mettre dans la case d'un peuple qui veut s'en débarrasser, qui est dans l'intérêt commun, à mon avis, de nous et de ces pays démocratiques. Alors, précisément, est-ce que vous n'êtes pas choqué par l'attitude des Européens, en particulier celle d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel, Boris Johnson, qui ont voulu contourner les sanctions américaines et sauver l'accord sur le nucléaire? Encore une fois, je vous dis, le régime serait prêt à signer n'importe quel accord pour se maintenir au pouvoir. Mais son manque de légitimité les a forcés dans le camp des Russes et des Chinois, ce qui veut dire que, au fait, ils n'ont pas la possibilité de vraiment s'ouvrir tel qu'il le faut vis-à-vis des pays occidentaux. Sauf donc, si vous pensez à ce qu'à long terme, et je parle long terme, quel est l'intérêt stratégique des pays, surtout des pays occidentaux, c'est d'avoir un Iran libre, laïque et démocratique, plutôt qu'une théocratie qui ne fait que être un élément de répression chez nous, en Iran, et un élément qui, par la suite, force encore plus de réfugiés qui arrivent sur des pays déjà saturés. Et la nature et composition de beaucoup de ces pays occidentaux commence à changer à travers un islamisme qui se répand au-delà de notre région, même en Europe ces jours-ci. Est-ce que ceux-ci peuvent réellement être dans un intérêt stratégique de ces pays ? Même si on parle d'un élément économique, là encore une fois, il faut connaître avec qui vous faites affaire. Vous faites affaire avec un régime qui est corrompu, où vous devez d'une part ou d'une autre marchander avec des éléments des gardes révolutionnaires, ce qui veut dire un régime qui soutient le terrorisme, trafic d'êtres humains, etc. Et je me demande si les actionnaires de ces compagnies européennes seront prêts à risquer une responsabilité juridique et légale de faire affaire avec ce type de régime. C'est une question à être posée dans ces pays. Quelle est votre réaction lorsque vous apprenez que l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, affirme que depuis mai 2019, les Iraniens ne respectent plus du tout l'accord sur le nucléaire? Il ne faut pas être étonné, Christian. N'oublions pas que des années avant, quand on a découvert les intentions du régime à Fordo et à Natanz, ça a été découvert. Ça n'a jamais été déclaré par le régime.
Ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais été francs et il y a toujours eu un subterfuge et une façon de vouloir masquer ou dissimuler leurs vraies intentions. Il ne faut pas être étonné du tout. Mais encore une fois, il faut savoir que ce régime ferait n'importe quoi pour sa survie et il ne faut pas tomber dans ce piège. Alors, est-ce que vous diriez aujourd'hui, on passe à un autre chapitre, qu'à travers sa nouvelle politique de normalisation avec les pays du Golfe, Israël a bâti un axe fort, Israël, États-Unis, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, pour mieux faire face à l'Iran et à ses proxys dont nous parlions tout à l'heure? La direction prise par les pays de la région du Golfe Persique aujourd'hui dans la direction du progrès et du développement indique l'attente normale et légitime de ces pays qui veulent entrer dans une ère de travailler ensemble pour le bien-être de toutes ces nations. Ce que j'appelle, si vous voulez, une alliance du progrès. Ce n'est pas nécessairement pour être anti-Iran ou anti-régime qu'ils font ça, c'est dans leur propre intérêt. Je pense que des millions d'Iraniens voudraient très certainement faire partie de cette même alliance de progrès, plutôt que d'être sous l'égide d'un régime qui, lui, fait partie d'un axe de résistance avec ses complices en Syrie ou avec Hezbollah et qui, au fait, empêche qu'il y ait ce développement légitime et naturel dans notre région. Et au fait, si vous parlez d'être en conflit, bien sûr, cette alliance de progrès est en conflit avec un axe de résistance représenté par le régime et ses proxys. Ce qui est aujourd'hui très bien compris, non seulement en Iran même, mais en Irak, au Liban et dans tous ces pays qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent soit directement par le régime iranien, soit indirectement par ses proxys dans notre région. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, ça c'est une question subsidiaire, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vu les développements de la situation sur le terrain aujourd'hui, on va de plus en plus vers un risque d'affrontement entre ces deux axes, celui dont je viens de vous parler, et puis l'axe qui est l'autre, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie et les proxys du Hezbollah, du Hamas, du djihad islamique? Moi, j'ai toujours dit, vous me connaissez depuis des années, Christian, j'ai toujours été contre toute formule de confrontation directe ou militaire par l'étranger, parce que je pense que c'est un scénario perdant-perdant. Par contre, je dois vous dire que la meilleure armée en place en Iran, c'est les peuples iraniens lui-même, qui aujourd'hui sont dans les rues, qui demandent un soutien. Et la meilleure façon d'arriver à mettre fin à ce problème, c'est d'aider les Iraniens à se débarrasser de ce régime et de permettre à ce qu'il y ait un dénouement de la situation en supprimant un régime qui a toujours été antagoniste et permettre à ce qu'il y ait un régime représentant d'un peuple dans une formule laïque et démocratique pour mettre fin à tous les problèmes et en même temps amener tout de suite un élément qui change la donne complètement dans notre région et au-delà de notre région. Bon, alors j'entends dire de l'intérieur, par un certain nombre de réseaux avec lesquels j'ai des contacts, j'entends dire que les Iraniens, enfin peut-être pas la majorité, mais une grande majorité peut-être, aimeraient voir les Israéliens et les Américains intervenir militairement pour chasser ce régime des ayatollahs. Est-ce que c'est ce que vous entendez de votre côté ? C'est pas la bonne attente et je suis contre cette idée parce que, comme je vous dis, j'envisage pas des scénarios de changement à la militaire qui aboutissent à des formules démocratiques et d'indépendance. L'histoire le prouve. Par contre, nous avons vu comment beaucoup de pays qui ont souffert sous l'égide de régimes totalitaires ou dictatorial être finalement libérés avec un soutien international sans passer par des interventions militaires. Le soutien apporté à Lech Walesa en Pologne, le soutien apporté à Mandela et ses compagnons en Afrique du Sud, et beaucoup d'autres exemples nous prouvent qu'on n'a pas besoin d'intervenir militairement pour obtenir un changement politique catégorique. Cela peut se faire dans le cadre de désobéissance civile et d'un soutien à une nation et leur aspiration de liberté, ce qui est tout à fait dans le même contexte des pays qui, soi-disant, respectent les droits de l'homme et se prétendent démocratiques, et ils le sont. Et donc, leur meilleur investissement en tant que démocratie, c'est d'aider d'autres pays à se débarrasser de leur régime. Ils sont prêts à le faire. Ils ne demandent qu'un soutien. On ne demande pas une intervention étrangère. On n'en a pas besoin, on peut le faire nous-mêmes. Mais ce que l'on dit, c'est qu'on arrivera plus facilement à le faire avec un coût beaucoup moins pour obtenir notre liberté, avec une assistance plutôt que de ne pas en avoir. Non seulement cela, mais surtout si ces pays qui devraient être normalement dans notre camp insistent à prolonger la survie du régime en maintenant volontairement ou involontairement le status quo, qui n'est plus faisable.
Alors, comment voyez-vous en particulier l'attitude des Russes qui ferment les yeux sur les bombardements de l'aviation israélienne, sur des cibles de l'Iran et du Hezbollah en Syrie, et puis qui, dans le même temps, entretiennent des relations étroites, qu'on le veuille ou non, avec Téhéran et la Turquie, auxquels ils livrent des missiles S-400 ? Mais, comme je vous disais, le régime qui a perdu toute sa légitimité et qui a besoin de s'accouder à d'autres pays pour se maintenir au pouvoir, ont toujours voulu dépendre des Russes et des Chinois dans cette affaire. Et je pense que c'est quelque chose qui n'échappe pas le Kremlin. Ils savent très bien que ce régime est au bout de sa chute. Et donc, ils ferment l'œil en pensant bien au-delà de cet horizon immédiat à un futur beaucoup plus prolongé. Sans ce régime, ça montre un peu qu'il ne faut pas croire nécessairement qu'aujourd'hui, vu sa faiblesse, cette chute de ce régime, que Moscou va insister à soutenir Damas et Téhéran. Ça aurait pu être jusqu'à présent la situation, mais je pense qu'on voit des éléments qui prouvent que la donne a changé. Vous pensez que Poutine peut changer? Bon, je sais bien que c'est un joueur d'échecs, comme beaucoup de Russes. C'est un grand joueur d'échecs. On l'appelle le mastermind du Kremlin. Mais est-ce que vous pensez que Poutine peut avoir un jeu particulier ou changer, avoir un revirement à un moment ou à un autre? Je ne vois pas comment la Russie n'aurait pas à long terme un intérêt civilisationnel d'être allié avec l'Occident, plutôt que d'avoir à traiter avec des éléments radicaux religieux dans notre région. Je ne vois pas la logique. Alors, on va parler de quelqu'un d'autre, un personnage qui défie la chronique aujourd'hui, qui défraie la chronique, pardon. Quel jugement vous portez sur l'attitude du président turc Erdogan, qui met au défi précisément la Russie, en Syrie, en Libye, dans le Caucase, on le voit, ainsi que les États-Unis au sein de l'OTAN, dont la Turquie est membre, et qui est un cadeau empoisonné, j'ai envie de dire. À l'époque, au milieu du XXe siècle, où mon grand-père a établi des relations extrêmement étroites et bonnes avec Atatürk en Turquie, dans une direction de modernité et de laïcité, nos pays étaient dans une direction de développement. Malheureusement, depuis la révolution en Iran, on a vu un renversement de cette direction de modernité et de laïcité dans une direction de théocratie religieuse, ce qui est moins perçu. C'est un reversement de cette situation en Turquie, ce qui devrait être inquiétant pour notre région quand nous voyons que c'est plutôt un soutien envers des groupes comme les frères musulmans ou le Hamas, plutôt que justement, quand on parle de cette alliance de progrès, le développement qui se passe dans le reste de notre région. Qu'est-ce que vous pensez du président français Emmanuel Macron, qui aujourd'hui négocie ouvertement, ou tente de négocier ouvertement avec le Hezbollah au Liban? Est-ce bien sérieux? Ça revient au même problème. Si le fond du problème dans notre région, c'est à cause du régime iranien, et l'un des proxys du régime iranien, c'est le Hezbollah au Liban ou dans d'autres endroits, c'est du moment où l'ordre est donné par Khamenei au Liban. Comment voulez-vous qu'une situation de dénouement puisse se passer dans ce pays? Du moment où le régime iranien à Téhéran n'existe plus, toute la donne va changer. Il n'y aura pas une politique d'intervention dans les affaires des voisins. C'est une politique qui appelle à la paix et à la stabilité et une coopération régionale avec tous les pays immédiats et au-delà, plutôt que d'insister à soutenir le terrorisme, à pousser un projet nucléaire dangereux et toutes choses qui, au fait, font partie de la menace qui existe dans notre région depuis que ce régime est en place. Encore une fois, il faut poser cette question, non seulement au président Macron, mais aux autres dirigeants et décideurs occidentaux. Voyez-vous pas ce qui se passe en Iran? Voyez-vous pas les rues d'Iran? Voyez-vous pas des millions d'Iraniens qui réclament à être entendus, écoutés et surtout soutenus? Et d'insister à parler uniquement au régime iranien et ses représentants veut tout simplement dire que vous êtes en train de marchander avec ce régime contre l'intérêt d'une autre nation. Et un de ces jours, une fois libérés, vous aurez tous une réponse à donner à un peuple qui n'oubliera pas où vous vous placez dans un état critique actuel. Êtes-vous dans le camp des Iraniens qui réclament leur liberté, ou vous êtes en train de marchander avec un régime qui insiste à se soutenir au pouvoir à tout prix et à travers des répressions, non seulement chez eux, mais dans d'autres pays? Une dernière question, Votre Altesse. L'ONU va lever prochainement, on le sait, l'embargo sur les ventes d'armes
livraison d'armes à l'Iran. Les Occidentaux, surtout les Européens, se sont abstenus, n'ont pas soutenu les États-Unis qui essayaient justement de prolonger cet embargo. Est-ce que vous pensez que là, les conséquences peuvent être catastrophiques? Parce que ça veut dire que l'Iran va être à nouveau surarmé par les Chinois, par les Russes et par d'autres. Bien entendu, ça fait partie de ce concept d'une autre bouée de sauvetage. Obama leur livre de l'argent liquide. Aujourd'hui, on leur laisse s'armer encore plus facilement. Je ne vois pas ceci être dans l'intérêt d'une stabilisation régionale ou une continuation d'un régime qui utilisera plus de prétextes pour oppresser sa propre population. Ça peut être un avenir beaucoup plus sinistre que maintenant. Cela dit, la question c'est est-ce que ce régime peut tenir en place pendant longtemps? C'est une question de temps. Ce régime est historiquement condamné à sa perte. La question, c'est le coût d'un changement. C'est le côté duquel je vois les choses, du point de vue de mes compatriotes, et notre regard vers le reste du monde et où le reste du monde se place. Et du moment où vous donnez plus d'équipements et vous donnez plus de possibilités à un régime d'utiliser ceci dans une mauvaise direction, vous ne faites qu'aider le joaillier et non pas le prisonnier. Est-ce que c'est une politique logique? Un jour, la conscience devra donner cette réponse en ce qui se passera dans le futur. C'est sur cette question, Votre Altesse, qu'on va s'arrêter aujourd'hui, qu'on va arrêter notre conversation. Merci d'être venu sur les réseaux anglais et français de I24 News, Mallard at Large, Mallard en liberté. Vous êtes le bienvenu à tout moment avec les développements possibles de la situation au Moyen-Orient, ce qui est fort probable dans les semaines ou dans les mois qui viennent.